Bonjour à tous, moi je suis Léo Mijon, je suis médecin anesthésiste au CHU de Bicêtre. Et en effet, je vais vous parler d'un sujet assez vaste, assez transversal, qui est l'ALR dans la fracture de l'extrémité supérieure du fémur chez le sujet âgé. Alors, premièrement, quand j'ai reçu le topo, je me suis demandé est-ce que j'allais parler d'anesthésie ou d'analgésie. J'ai décidé de parler un peu des deux très vite. Alors vous allez voir que c'est plutôt pratico-pratique ce que l'on va faire, et on va parler à la fois d'anesthésie puis d'analgésie. Aucun conflit d'intérêt dans ce sujet-là. On va commencer par des généralités, c'est-à-dire les différents types de fractures. En fait, ce qui est très important quand on parle de l'extrémité supérieure du fémur, c'est de comprendre de quoi on parle. On a souvent tendance à dire c'est une fracture de hanche. En fait, il existe différents types de fractures et elles vont avoir un impact différent en termes à la fois d'anesthésie et d'analgésie. Donc il existe, ça c'est un rappel très rapide, des fractures qui sont du massif cervical, côté de Gardner 1 à Gardner 4, des fractures du massif trochantérien, cervico-trochantérienne, pertrochantérienne et sous-trochantérienne. Les fractures Gardner 1 et Gardner 2, globalement, vont être éligibles à un vissage percutané, et Gardner 3 et 4, PIH, PTH. PIH, c'est prothèse intermédiaire de hanche, vous le savez, et prothèse totale de hanche. Les fractures du massif trochantérien vont être éligibles, pour la plupart, à DHS et clou gamma. Gardner 1, Gardner 2, le vissage, ça se fait sur table orthopédique en décubitus dorsal. Les DHS clou gamma, table orthopédique aussi, en décubitus dorsal avec une incision qui est latérale, on verra que ça a son importance. Les PIH, PTH, c'est un débat qui est vieux comme le monde chez les orthopédistes. Il y a beaucoup d'écoles, et il y a notamment l'école de la voie postérieure, qui est la voie historique, qui est probablement encore majoritaire, qui se fait en décubitus latéral. La voie antérieure, qui est très à la mode chez les chirurgiens, qui a des durées opératoires un petit peu plus longues, un peu plus de saignement peut-être, mais en tout cas qui préserve mieux les muscles, qui se fait en décubitus dorsal, plus ou moins sur table orthopédique, et la voie latérale en décubitus latéral. La PIH, la PTH offre la possibilité d'avoir une déambulation précoce, là où la DHS clou gamma nécessite une consolidation, et donc pas de déambulation précoce. Pareil, on verra que ça va dicter nos méthodes anesthésiques. Donc en préambule, il faut bien connaître le type de chirurgie proposée, la voie d'abord, l'incision du chirurgien, la position au bloc opératoire, la durée opératoire prévue, et avec tous ces éléments, on peut proposer une stratégie d'anesthésie et d'analgésie adaptée. On va commencer par l'anesthésie. Nos recommandations, nos sociétés savantes, elles nous disent quoi? En 2017, il y a la SFAR, la SFGG, qui est la Société de gériatrie, et la SOFCOT de chirurgie orthopédique, qui se sont réunies et qui ont dit, globalement, pour l'instant, on ne peut pas dire qu'on peut préconiser plutôt une anesthésie générale versus une anesthésie loco-régionale, c'est-à-dire une rachianesthésie, pour l'anesthésie de la chirurgie de la hanche. Depuis, la littérature, il y a eu beaucoup de papiers qui sont sortis, et j'ai choisi quelques études à vous présenter, notamment l'étude Rigen. Ça, c'est que des études qui sont prospectives, des essais de bonne qualité. Elle sort dans le New England en 2021. C'est un essai randomisé sur 46 hôpitaux qui sont nord-américains, patients un peu jeunes parce qu'ils sont éligibles à rentrer dans l'étude au-dessus de 50 ans, donc ce qui n'est pas tout à fait le patient âgé. Et les résultats principaux montrent que quand on regarde anesthésie générale versus rachianesthésie, la survie à 60 jours est identique, le retour à la marche à 60 jours est identique dans cette étude. L'étude RAGA, qui est dans le JAMA en 2022, qui est une étude chinoise sur 9 hôpitaux, qui inclut 950 patients un petit peu plus âgés, supérieurs à 65 ans. Il regarde le délirium à 7 jours et la durée d'hospitalisation, pareil, anesthésie générale versus rachianesthésie, et il montre qu'il n'y a pas de différence significative. Et il y a des gens qui se sont intéressés à reprendre la même base de données Rigen en regardant cette fois-ci des facteurs plutôt à long terme, c'est-à-dire ils ont repris la survie, mais cette fois-ci à 1 an, le retour à la marche à 1 an, donc sur les mêmes patients que la première, et ça montre, pareil, pas de significativité entre les deux groupes. Donc les résultats principaux, finalement, ils corroborent plutôt les RFE de la SFAR, qui nous disaient qu'on ne peut pas tout à fait choisir sur anesthésie générale versus rachianesthésie. Alors il existe quand même de la littérature qui est contradictoire avec ça. Notamment, il y a une grosse étude dans le BMJ qui est sortie en 2024, qui est une étude observationnelle, rétrospective, sur 40 000 patients, qui montre que, probablement, dans le groupe rachianesthésie, il y a moins d'insuffisance rénale post-opératoire, moins d'AVC, et même un bénéfice apporté sur la mortalité.
dans la séance discussion, ils regardent un petit peu, ils se posent la question de savoir pourquoi ils ont des résultats qui sont différents de ceux des études prospectives que je vous ai montrées. Ils disent que probablement dans les études prospectives, les patients inclus sont peut-être un peu jeunes et peut-être pas très comorbides. En pratique, comment faire? Du coup, il faut regarder le terrain, c'est-à-dire qu'il faut peser le bénéfice, le risque de chacune des techniques. Et donc, j'ai marqué des drapeaux rouges à bien regarder chez le patient âgé. C'est-à-dire que pour une anesthésie générale, on est face à une population qui est âgée, qui présente plus de dysautonomie, donc plus de risque d'estomac plein, plus de risque de NVPO. Et la rachianesthésie, chez le patient âgé, il y a le contexte de prise assez fréquente d'anticoagulants, d'antiagrégants plaquettaires. On a vu avec Anne Gaudier que la tolérance pour l'ALR périmédulaire, en termes de seuil sécuritaire, elle est différente que pour la chirurgie. Donc il faut faire attention à ça si on veut proposer une rachianesthésie. Il y a un bloc sympathique qui va être induit par la rachianesthésie. Il faut faire attention chez le patient âgé parce qu'il y a une hypotension artérielle qui peut être assez importante, d'autant qu'ils sont souvent en hypovolémie relative, on va le voir. Le RAC, qui est souvent et qui fréquent et qui peut être serré chez le patient âgé. L'échec de la méthode qui n'est pas négligeable au-dessus de 80 ans parce qu'il y a un tassement vertébral. Et les troubles cognitifs qui peuvent faire que la coopération du patient n'est pas possible pour pouvoir proposer justement une rachianesthésie. Et donc, si on a des red flags âgés, éventuellement se poser la question de la rachianesthésie. Si on a des red flags rachianesthésie, se poser la question de l'anesthésie générale. Évidemment, il faut aussi inclure le choix du patient dans la méthode, c'est-à-dire que ça a son importance. Et donc, en pratique, si on propose une anesthésie générale, nos sociétés savantes nous disent, évidemment, il faut la titrer, il faut utiliser un monitorage de la profondeur de l'anesthésie type le BIS. Et si on fait une rachianesthésie, il faut réduire ou titrer les doses d'anesthésiques locaux. Et donc, corriger l'hypovolémie relative, liée au fait que souvent, c'est les patients qui sont assez déshydratés lorsqu'ils arrivent. Maintenir une vasoconstriction avec des vasopresseurs, type noradrénaline. Diminuer les doses d'anesthésie locale. Et utiliser d'autres méthodes alternatives comme la rachianesthésie unilatérale, voire titrée. La rachianesthésie unilatérale, ses avantages. C'est une véritable stabilité hémodynamique, une faible incidence de rétention urinaire. Donc il y a des papiers qui s'intéressent au fait que quand on a un bloc qui est unilatéral, et finalement la chaîne sympathique est moins bloquée, et donc du coup on a en général, on dit 30%, en rachianesthésie classique, 30% de chute de la pression artérielle systolique de plus de 30%, et là on n'en aurait que 5%, c'est-à-dire qu'en gros on a beaucoup moins d'effets hémodynamiques liés au fait d'avoir fait une rachie unilatérale, et donc ça paraît adapté pour le patient âgé. Les inconvénients, c'est le délai d'installation et la réalisation du bloc qui sont plus longs qu'une rachianesthésie classique, la durée du bloc qui est moins longue, en moyenne 90 minutes, et la latéralisation qui est inconstante. En vérité, si la latéralisation est inconstante, ça ne pose pas beaucoup de problèmes parce qu'en fait, dans les papiers, il est montré que même si on a finalement une bilatéralisation à la fin, en fait, l'installation du bloc sympathique se fait de manière plus graduelle et donc on a moins d'hypotension du fait d'avoir 1000 patients sur le côté. Et donc, attention aux délais chirurgicaux, je pense notamment aux prothèses qui peuvent être un peu plus longues parfois, aux tables orthopédiques parce que l'installation parfois peut être difficile, et surtout dans les centres hospitalo-universitaires, aux médecins juniors, au fait qu'il y a un peu de latence au bloc opératoire qui font que les chirurgiens ne sont pas forcément là tout de suite. Donc voilà, c'est des méthodes à proposer quand on connaît les délais chirurgicaux. En pratique, comment la réaliser? On met notre patient en décubitus latéral, 10 à 15 minutes. Pour le positionner, on le verra tout à l'heure, il faut faire de l'ALR analgésique. Une solution, on peut utiliser soit de l'hyperbar, soit de l'hypobar. En fait, tout dépend si on met le patient sur le côté controlatéral ou homolatéral à la lésion. Les doses, je les ai mis de manière indicative ici, mais c'est des doses qui sont diminuées par rapport à la rachianesthésie classique. Utiliser un adjuvant, c'est possible. Des matériels plutôt 25 gauche que 27, mais les deux sont possibles. Et pas de barbotage, pas de reflux de LCR passif parce qu'il y a un risque de bilatéralisation. Les avantages, c'est un contrôle hémodynamique parfait, Fabrice Ferré en a parlé tout à l'heure, et des Ah non, pardon, excusez-moi. Maintenant, je passe à la rachianesthésie continue, parce que du coup, on parlait de l'unilatéral, et ça, c'est du coup aussi utile, c'est que la rachianesthésie continue peut être une alternative chez le patient âgé, et ses avantages, c'est le contrôle hémodynamique parfait, la réinjection possible pour des durées opératoires plus longues, adapté pour le patient très fragile, RAC serré, CMO, HTAP, et les inconvénients, c'est le risque infectieux, le syndrome post-PL,
la position du patient au moment des réinjections. Ça, en pratique, on se fait en asepsie chirurgicale avec des réinjections low dose. On a vu tout à l'heure, 2,5 mg de bupivacaïne fait mieux que 5 mg et on retire le cathéter à la fin de la chirurgie. On va passer maintenant à l'analgésie, maintenant qu'on a choisi entre anesthésie générale ou rachianesthésie. Quelques rappels très brefs d'anatomie. Connaître son anatomie, c'est connaître les dermatomes. Et dans la hanche, en fonction de l'incision, on va avoir souvent besoin du cutané latéral de cuisse pour une incision latérale, mais parfois, sur certaines incisions qui peuvent être un petit peu hautes, ça ne suffit pas de faire le cutané latéral de cuisse, on peut avoir parfois besoin de l'ilio-hypogastrique, voire des subcostaux, et pour les incisions très postérieures, de nerfs du contingent sacré, qui peuvent être les clunéos, qui sont en pratique peu faits. L'innervation de la capsule, elle est majoritairement antéro-supérieure, c'est-à-dire que les mécanorécepteurs sont surtout sur la partie antéro-supérieure de la capsule, et c'est surtout le fémoral, l'obturateur et l'obturateur accessoire qui innervent la capsule articulaire antérieure. Et donc ça c'est pareil, niveau antéro-supérieur de la capsule. Les ostéotomes, c'est majoritairement sur la partie antérieure, le fémoral qui, avec l'obturateur, fait l'innervation de l'os, et le contingent plutôt sacré qui fait l'innervation postérieure. Et donc l'analgésie, comment on va la choisir? Elle va varier selon le type de chirurgie proposée, la voie d'abord, l'incision, la nécessité d'une déambulation précoce, oui ou non, et donc du coup la durée du bloc moteur accepté. Alors j'ai fait un tableau qui n'engage que moi et qui est une proposition, disons, assez pratico-pratique par rapport à ce que l'on peut proposer. Et donc j'ai marqué les PTH, les PIH, c'est-à-dire arthroplastie, savoir est-ce qu'on veut une déambulation précoce souhaitée, oui ou non. Si on veut une déambulation précoce souhaitée, il y a un bloc qui est le plus à la mode, on va dire, en ce moment, c'est le PENG. Le PENG, c'est un bloc des branche articulaire à la fois du fémoral, de l'obturateur et de l'obturateur accessoire, et qui permet une épargne motrice, c'est-à-dire qui permet d'épargner le quadriceps. C'est un bloc qui, en plus, sur son efficacité analgésique, a montré que par rapport au fémoral ou à l'obturateur, ou au BIF, finalement, fait même peut-être mieux en termes d'analgésie, de bénéfices analgésiques. Donc ça, c'est indiscutable. Si on n'a pas besoin de déambulation précoce souhaitée, en fait, on peut proposer un PENG, pareil. On peut proposer aussi un fémoral plus un obturateur pour avoir justement l'innervation de la capsule. Et on peut proposer un bloc iliofacial supra-inguinal. Ça, c'est un bloc de diffusion. Il ne faut pas oublier que c'est un bloc du coup, qui nécessite un gros volume, au moins 40 ml, pour pouvoir diffuser. C'est un bloc 3 en 1 qui fait à la fois le fémoral, l'obturateur et le cutané latéral de cuisse. Maintenant, si on veut faire un bloc aussi de l'incision, c'est-à-dire cutané, ça va dépendre de la voie d'abord, et donc de manière assez schématique. Si on a une voie d'abord qui est postérieure, on va s'intéresser aux contingents plutôt sacrés, donc les cluniaux qui en pratique sont très peu réalisés. Et pour les voies d'abord latérales ou antérieures, le cutané latéral de cuisse, plus ou moins certains blocs qui peuvent être pour une incision qui est un petit peu plus haute que le cutané latéral de cuisse. Le clou gamma DHS, on se pose un peu moins de questions. En fait, on a vu que là, ce qui nous intéresse, c'est pas de faire un PENG, c'est que globalement, le PENG, lui, va bloquer la capsule. Le clou gamma, on est plus bas que la capsule parce qu'on est en massif trochantérien. Et donc, ce qui va nous intéresser, c'est de bloquer le fémoral, c'est-à-dire l'os, l'obturateur et le cutané latéral de cuisse pour l'incision latérale. Dernière petite diapo sur quelque chose pour le positionnement. C'est-à-dire qu'on a parlé d'anesthésie, on a parlé d'analgésie, on n'a pas abordé juste l'analgésie avant positionnement pour une anesthésie. En fait, pour mettre un patient sur le côté ou en position pour une rachianesthésie, il peut être utile, voire même indispensable, de faire de l'ALR, et souvent ils sont douloureux. Attention, chez la personne âgée, aux effets secondaires des méthodes de sédation vigile, et donc du coup on doit privilégier l'ALR. Il y a des études qui commencent à s'intéresser au positionnement du patient, et notamment cette étude de 2024 qui regarde à la fois des fractures du col fémoral, mais aussi des fractures du massif trochantérien, et qui étudie pour le positionnement la satisfaction du patient, c'est-à-dire son score de douleur pendant le positionnement, la satisfaction de l'anesthésiste, et qui sont assez équivoques, qui disent que finalement le PENG fait mieux que le bloc fémoral. Alors tout à l'heure on a dit on ne doit pas faire de PENG, parce que ça n'a pas de sens pour la fracture
du massif trochantérien, mais dans la situation du positionnement, probablement par juste contiguïté, finalement le PENG aurait un intérêt, en tout cas là, dans cette étude-là, ils ont inclus des fractures du massif trochantérien. Pour finir, quelques messages clés. Il faut, avant de se lancer dans ce genre d'anesthésie et d'analgésie, connaître le type de fracture du patient, la chirurgie proposée, sa durée, qui va dépendre évidemment du chirurgien, qui va dépendre du centre, la position opératoire, savoir si on est en décubitus latéral, sur table orthopédique, en décubitus dorsal, choisir la technique d'anesthésie selon les comorbidités du patient, selon les fameux drapeaux rouges qu'on a vus tout à l'heure, et on choisit une méthode d'analgésie complémentaire en privilégiant la LR. Merci beaucoup.